Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo Mercato en 2 jours. La Coupe du Monde approche, mais aussi la fenêtre hivernale des transferts qui ouvrira le 31 décembre, soit après la réception de Strasbourg et avant le déplacement à Lens pour le PSG, donc en début d'année 2023. Luis Campos aura un mois pour tenter de se rattraper après le Mercato d'été qu'il juge lui-même, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, comme raté. Et Christophe Galtier, qui à de nombreuses reprises en conférence de presse, s'est plaint du manque d'un numéro 9 et d'un défenseur central qui n'est jamais arrivé cet été, bien évidemment. Alors il y a des plans qui sont déjà en cours d'élaboration au sein du club. Luis Campos a même des noms dans ses dossiers, même si bien sûr la Coupe du Monde va changer pas mal de choses. Des joueurs vont tirer leur épingle de leur jeu, bien sûr, même si on sait très bien que les joueurs de tournoi ne sont pas forcément toujours des bons deals. Renato Sanchez est un exemple parfait, tout comme Paul Pogba ou James Rodriguez, pour ne citer que. Dans tous les cas, le PSG devrait être actif. Alors, le fair play financier et l'état de nos comptes ne devraient pas nous laisser penser ça, mais visiblement, Luis Campos veut recruter. Et il y a eu un papier du Parisien qui me fait allumer la caméra aujourd'hui, puisque d'abord se pose la question de la collaboration avec Antero Henrique. C'était les deux aux manettes cet été. Antero pour les négociations avec les clubs financières et Luis Campos pour présenter le projet, convaincre d'un point de vue sportif les joueurs et leurs agents. Ça n'a pas vraiment marché. Au final, on s'est retrouvé avec Antero Henrique qui a très certainement bloqué pas mal de transferts. Milan Skriniar le premier. Luis Campos qui s'en est plaint ouvertement sur RMC. Antero qu'on n'a plus vu depuis, il se porte disparu, mais dont on sait qu'il est apprécié à Doha et par Nasser Al-Khelaifi. Donc ça va être difficile de s'en dépatouiller pour Luis Campos. Dans tous les cas, on rappelle aussi qu'au moment des rumeurs avec Mbappé, Luis Campos, il y a eu des rumeurs de départ, mais surtout des rumeurs de départ si la collaboration avec Antero Henrique venait à continuer. En gros, Luis Campos aurait mis la pression, selon les infos à ce moment-là, pour que Antero dégage, sinon c'était lui. Mais je pense que, en fait, je pense sincèrement que l'un des deux va avoir la tête de l'autre cette année. La conjoncture aujourd'hui fait que Luis Campos devrait diriger le mercato hivernal tout seul, donc c'est la tête d'Antero qui tombe, mais on n'est jamais à l'abri évidemment dans le foot, surtout dans ce domaine-là où on est au courant de pas grand-chose, d'un revirement de situation. Dans tous les cas, pour le bien du club, évidemment que deux hommes pas sur la même longueur d'onde, ça doit jarter. Et puis Antero, alors Antero j'étais assez excité, content de le revoir en juin parce que quand il arrive, on nous dit que c'est pour un mandat pour les ventes. C'est vraiment pour vendre. Au final, en fait, c'est lui qui a un petit peu fait toutes les signatures. Les ventes sont globalement moyennes parce que avant qu'il arrive, j'étais excité dans la mesure où il avait montré lors de son premier passage qu'il savait plutôt bien vendre. Gonzalo Guedes par exemple. Et là, c'est quand même des prêts, comme Luis Campos l'a dit sur son interview RMC, chez Rotten sans flamme, ils vont revenir la saison prochaine, ces joueurs-là. Leandro Paredes, comment ça va se passer à la Juventus? Voilà. Mauro Icardi, alors il y a le président de Galatasaray qui a dit cette semaine qu'il voulait le recruter si le PSG faisait un effort. Enfin bon, je tiens juste à rappeler que sur les 7 millions qu'il touche par an, Galatasaray n'en paye que 750 000. Voilà, 750 000 sur l'année. Hein. Voilà. Le PSG s'occupe des 6 autres millions. Autant vous dire que ça va être une équation très compliquée, même si sur ses 5 premiers matchs, je crois qu'il a marqué 3 buts et délivré une passe décisive, dont un doublé face au Beşiktaş dernièrement. Bon, on sait très bien que de toute façon, à chaque fois qu'il arrive dans un club, lui, il sait se faire apprécier des supporters. Au PSG, sa fameuse célébration devant le virage Auteuil, elle était assez iconique sur ses 6 premiers mois, à l'Inter aussi, puis au final, ça s'est quand même bien dégradé. Bref, au niveau des recrutements, Luis Campos viserait pas moins de 3 joueurs. Et c'est quand même assez ambitieux. Un joueur par ligne, un défenseur. Évidemment, on a quand même des questionnements. Parce que derrière Nuno, Bernat, est-ce qu'il fait vraiment l'affaire? Je ne sais pas. Dans l'axe, si tu veux jouer à 3 comme c'était l'ambition de base cet été, tu dois absolument recruter, tout simplement. Se posera aussi la question de la prolongation de Ramos. Voilà, fin de contrat en juin 2023. Et honnêtement, au vu de son début de saison, alors ok, au sein du vestiaire il pèse, c'est un relais pour Christophe Galtier, il est aimé de tout le monde, et ça doit être forcément un leader au quotidien. Ok, c'est une légende du foot, mais soyons honnêtes,
son début de saison est quand même très très neutre. Il a pas mal enchaîné. La saison dernière, bon, quand il jouait, il changeait la face de cette équipe. C'est vrai, on peut se souvenir de son match contre Saint-Etienne en novembre 2021. C'était son premier, je crois, sa première titularisation. Les passes longues, les transversales et tout ça. Aujourd'hui, il n'en est rien. C'est quelqu'un qui est quand même assez neutre et souvent, si on doit classer, on va dire, les 11 titulaires, il est 9e ou 10e, quoi. Il tire vraiment pas son épingle du jeu sur le début de saison, Sergio Ramos. Donc la prolongation, sa question va se poser. Et puis surtout, on a besoin de qualité, bien sûr. Voilà, il faut recruter. On a perdu Abdou Diallo. Heureusement, Christophe Galtier a touché du bois avec Danilo, qui a été très très bon en ce début de saison. Mais voilà, on va y revenir plus tard avec le dossier Skriniar là-dessus. Au milieu, Luis Campos voudrait quelqu'un capable de mettre de l'impact. Écoutez, je ne pense pas que ce soit vraiment la priorité, sachant qu'on a quand même Neymar qui évolue très bas, Marco Verratti qui ne va pas jouer la Coupe du Monde, Vitinha, Fabian Ruiz, Renato Sanchez qui ne peut que faire mieux, Warren Zaïre-Emery. Attention, lui vraiment je l'inclus parce que, bon déjà c'est un crack, vision de jeu, technique extraordinaire. Il est très jeune et puis surtout en janvier va arriver la Coupe de France. Je crois qu'avant le match contre le Bayern, il y a moyen qu'on joue 3 matchs de Coupe de France. Ce qui est quand même assez conséquent pour mettre les jeunes sur le terrain, bien évidemment. Et que du coup, il se trouve une espèce de dynamique. Voilà. Et en attaque, évidemment, on veut le soutien de Mbappé et puis surtout anticiper une possible perte de vitesse de la MNM après la Coupe du Monde. Ici, je pense que le pivot doit être une priorité. Ce qui est dommage, c'est que, en fait, au vu des noms qui filtrent, on a l'impression qu'on est complètement à côté. Parce que concrètement, sur les dernières semaines, alors, Skriniar, on ne peut pas dire qu'il soit vraiment associé au PSG. C'est plus la prolongation dont on parle dans les médias, à l'Inter. Il y a 3 noms qu'on retient, notamment sur cette semaine. Ilkay Gundogan, qui a été cité, je crois, il y a 1 semaine et demie. D'ailleurs, j'en ferai une vidéo prochainement, parce que je trouve que c'est un profil intéressant. N'Golo Kanté et Joao Félix. Pour les 2 premiers, Kanté et Gundogan, on parle de 2 joueurs qui sont en fin de contrat, donc il y a fort à parier qu'ils sont associés au PSG pour essayer de négocier une augmentation de salaire conséquente dans leur prolongation avec leurs clubs respectifs. Par contre, Joao Félix, bon, je pense qu'il y a une vraie ouverture, hein, surtout que Jorge Mendes, bon, j'en ai fait une vidéo hier, tout ça pour dire que si tu le fais venir, en fait, tu gardes la priorité sur ces 3 postes, en fait. C'est-à-dire qu'en attaque, tu as beau recruter Joao Félix, tu n'as ni ton milieu d'impact, ni ton attaquant pivot qui t'apporte de la présence dans la surface. Donc c'est un petit peu compliqué. C'est vrai que devant, il y a peu de noms qui sortent vraiment. En fait, je pense que le profil parfait, le joueur parfait aujourd'hui, c'est pas réaliste. J'en ai fait une vidéo, c'est pas réaliste. C'est Vlahovic. C'est Vlahovic à la Juve parce qu'il faudrait quand même sortir un trop gros billet. Même si je pense que c'est pas impossible de le signer, de le faire partir de la Juve, d'abord pour lui et puis pour le club. Pour eux, pour les Turinois, je pense quand même que voilà, il faut aligner 70-80 patates et c'est carrément impossible, tu vois ce que je veux dire. Bref, Skriniar. Alors, après un début de saison difficile pour lui, c'est un petit peu repris avec l'Inter et puis au niveau des rumeurs, ça parle concrètement d'une prolongation là-bas. La Gazzetta annonce aujourd'hui que son club lui a fait une proposition à 6 millions par an, voilà, donc 5,5 fixe et ça monte à 6 avec les bonus en termes de performance. Il y a une influence de sa femme qui aimerait rester là-bas, selon certains médias people, pas forcément très fiables. Mais dans tous les cas, on le sait très bien, aujourd'hui l'Inter s'est qualifié en 8e de LDC. Par rapport à nous, c'est ceux qui ont le plus de chances d'arriver en quart, puisqu'ils vont jouer Porto. Tu m'excuseras, c'est un petit peu plus facile que le Bayern. Tu te rends compte quand même que le Bayern a terminé premier de sa poule pour se taper le PSG, et l'Inter deuxième. Alors c'est une performance quand t'es l'Inter de finir deuxième de ce groupe-là avec le Barça, mais pour se taper Porto. Franchement, les Bavarois peuvent avoir le seum. Dans tous les cas, d'un point de vue financier, l'Inter va s'y retrouver, voilà, puisqu'il va y avoir une possible qualification en quart, et dans tous les cas, la qualification en phase à élimination directe, même si je crois qu'en Italie, il y a plusieurs clubs qualifiés. Hein. Je crois qu'ils sont vraiment bien représentés. Oui, il y a l'AC Milan, le Napoli et l'Inter. Donc, ils devront partager que le PSG, comme on est le seul club français, forcément, va faire plus d'oseille que tout le monde, puisqu'on ne devra pas partager. Hein. Marseille, ils sont retournés dans leur corde. Bref. Donc tout ça pour dire que Skriniar, ça va être très compliqué, il va falloir trouver d'autres profils. Moi je pense que la priorité aujourd'hui, dans l'ordre,
c'est un défenseur, un attaquant pivot, un ailier, et ensuite le fameux milieu de terrain si on veut. Mais en fait, je place le milieu de terrain en dernier parce que pour moi, il faut décaler ce problème à l'été prochain dans la mesure où c'est bon. Les joueurs de seconde zone, là, pas de classe mondiale, c'est bon. À un moment donné, au milieu, si on veut recruter, ça suffit de faire les Vitinha avec la marge de progression, les Fabian Ruiz qui étaient un petit peu moyens au Napoli, Carlos Soler, Renato Sanchez. Maintenant, si on veut recruter, classe mondiale. Terminé, on n'en parle plus. Donc, pourquoi pas décaler à l'été prochain avec peut-être Bernardo Silva qui était une rumeur déjà cet été. Bref, et puis devant par contre, oui, c'est vrai que le 9, on doit absolument le signer cet hiver si possible. Voilà, bon, on va terminer cette vidéo avec un point sur nos internationaux, puisque ça y est, hein, je crois qu'ils ont tous été appelés. On va commencer par les Portugais, donc Vitinha, Danilo et Nuno, félicitations à eux. D'ailleurs, ils devraient tous les trois être titulaires. Danilo en défense avec Ruben Dias, à moins que ce soit Pepe à sa place, qui d'ailleurs sera sur le côté de Nuno Mendes, puisque Ruben Dias sera lui sur le côté de Cancelo. Vous voyez qu'il y a deux paires qui jouent ensemble en club, et c'est vraiment une grosse différence avec les autres équipes que le Portugal a. Déjà une paire de latéraux, quand tu vois la France par exemple, le Brésil aussi. Et plus globalement, cette équipe sur le papier, c'est quand même très solide le Portugal. On va pas se mentir. C'est dommage parce qu'il y a un sélectionneur qui va sûrement tout gâcher, à refuser le jeu, alors qu'il y a vraiment de quoi faire. Mais j'ai envie de croire en eux. Devant, tu as par exemple le côté gauche, Nuno, Leao, Bernardo Silva en numéro 10, João Félix en super sub, Cristiano Ronaldo. Au milieu de terrain, évidemment, tu as Vitinha et pas Renato. Alors évidemment, on est désolé pour lui. Sur son début de saison, en fait, si tu le regardes d'un œil parisien, c'est logique. Parce qu'il est blessé. À chaque fois qu'il joue, à part son match contre le Maccabi Haïfa en octobre et son entrée contre la Juve en septembre, il est fantomatique. Il est trop neutre, on va dire. Voilà. Il est trop neutre. Il n'apporte pas ses qualités de verticalité qu'on lui connaît. Et qu'il a toujours apporté à la sélection portugaise. Par contre, si tu prends un œil international, sélection portugaise, bah c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'injuste. Par exemple, Sergio Ramos, qui n'est pas sélectionné avec l'Espagne, ça me surprend moins que Renato avec le Portugal. Dans le sens où on sait très bien que c'est un joueur de tournoi, il a explosé lors de l'Euro 2016, il avait été élu meilleur jeune du tournoi à ce moment-là. En sortie de banc, mine de rien, il est intéressant. Pour cette équipe du Portugal, il peut vraiment apporter du déséquilibre en rentrant à la 60e minute. Et puis il a toujours été plutôt bon avec eux, voilà, au Portugal. Bon, les Portugais ne sont jamais acharnés sur ses prestations en sélection nationale. Tout ça est encore plus flagrant quand c'est Nunes qui est allé à sa place. Voilà, vraiment, en fait, tout porte à débat. Je trouve sincèrement que ce choix est vraiment débattable. Ensuite, bon, l'Espagne, Ramos. Écoutez, depuis qu'il a signé chez nous, il n'y était pas allé. C'est assez logique, surtout au vu de ses performances, comme je disais plus tôt dans la vidéo. Maintenant, oui, en matière de leadership et de diplomatie politique dans le groupe, bien sûr, ça aurait été un bon point. Moi, personnellement, ça ne me surprend pas. Sarabia Soler, eux, ils y sont. Tant mieux, bien évidemment. Même si l'Espagne, à la différence du Portugal, c'est pas une équipe que je sens. J'ai l'impression que sur chaque ligne, il y a quand même beaucoup de défauts. Et avec la Belgique, disons que c'est une des deux équipes que je ne vois pas faire un grand tournoi. Voilà. Espagne et Belgique. Neymar, Marquinhos avec le Brésil, évidemment. Bon, c'est probablement... Alors, le Portugal a le meilleur groupe. Je pense que, sincèrement, que le Portugal a le meilleur groupe sur le papier. Le Brésil, la meilleure équipe. Parce que, bah voilà, ils ont montré qu'ils produisaient un football extraordinaire. Il y a une charnière centrale qui est excellente. Un très bon gardien. Au milieu de terrain, Casemiro qui t'apporte de l'équilibre pour justement combler cette attaque, évidemment, avec Richarlison, Neymar, Vinicius, Rafinha qui fait quelques bonnes prestations avec le Barça juste avant la Coupe du Monde, il se réveille, c'est tant mieux. Et puis surtout, Gabriel Jesus, par exemple, pour rentrer en super sub. Donc voilà, tout ça est vraiment... excellent et on a hâte de les voir. Surtout que le 2 décembre, ils vont jouer le Cameroun. Cameroun qu'ils avaient déjà joué à la Coupe du Monde 2014. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Neymar avait mis un doublé, si je dis pas de conneries, et il avait fait une masterclass. C'était la belle époque. Et surtout, pour cette année, on va avoir le duel Marquinhos-Choupo-Moting qu'on retrouvera en février. Donc pour nous Parisiens, ça va être un match un petit peu particulier, voilà, qu'on va regarder avec attention.
Bon, Mbappé Kimpembe avec les Bleus, Dédé a annoncé qu'il allait jouer dans un système à 4, Mbappé pas de problème, Kimpembe va du coup être en balance avec Lucas Hernandez, à voir quel choix va faire Didier. Je lui ai mis la pression à Kimpembe dans ma vidéo sur la liste des Bleus, en disant que, attention, c'est son premier gros tournoi, sa première occasion de choper une référence avec les Bleus, parce qu'il n'en a pas jusque-là, malgré des gros matchs en amicaux. Je peux penser à son match contre Ronaldo face au Portugal, mais voilà, c'était pas des tournois à ce moment-là. Donc là, il a l'occasion, il y a du monde derrière lui, ça pousse, et s'il se loupe, il n'y aura pas de chance pour Kimpembe. Malgré ça, je pense quand même que voilà, c'est typiquement le joueur de tournoi, typiquement le joueur pour ce genre d'événement. Xavi Simons, un petit mot pour sa surprise avec les Pays-Bas. Il est convoqué avec le PSG, il est très très bon en ce début de saison. Évidemment, ça met en exergue la gestion horrible de Pochettino la saison dernière, qui lui préférait Wijnaldum & Co. D'ailleurs, je tiendrais à signaler qu'en recrutant Carlos Soler par exemple, Renato, on n'a pas gommé ça du tout cet été. C'est ça notre problème au PSG, recruter des joueurs moyens à 20 millions qui vont prendre le temps de jeu qu'auraient des jeunes qui ne coûtent rien et qui renvoient un bon message à la formation. Donc voilà, félicitations à Xavi Simons. On sait qu'on a l'option à 10-12 millions. Maintenant, est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il va engranger des minutes? On lui souhaite, bien évidemment. Mais dans tous les cas, une Coupe du Monde, c'est toujours une prise d'expérience pour une carrière dans le foot, que tu joues ou pas. Hakimi avec le Maroc. Alors, c'est une équipe qui est assez séduisante, même si je trouve que leur groupe est vraiment, vraiment relevé. Voilà. Il y a du talent individuel, bien évidemment. Il y a de vrais joueurs de ballon. Ça tricote bien. Des côtés qui sont bien animés, Mazraoui et bien sûr Achraf Hakimi. Un milieu de terrain. Alors, on va voir si il va y avoir cette espèce de déséquilibre parce qu'il y a moyen de prendre un vrai parti pris dans cette équipe du Maroc en titularisant Harit et Ounahi au milieu à la place d'Amala qui t'apporte un petit peu un équilibre. Voilà. Alors face au Paraguay, on se souvient en septembre que ça n'avait pas forcément marché, hein, l'idée d'être très créatif, d'avoir le pied sur le ballon et puis délaisser un petit peu l'abattage, l'équilibre. Ziyech aussi sur le côté qui a une vraie revanche à prendre pour le coup. Bouffal, qu'on n'oublie pas. Donc cette équipe va être intéressante à suivre, même si malheureusement je ne les vois pas passer les poules. Ils ont le Canada, le 1er décembre, pareil. Maroc-Canada, duel avant l'heure. Alphonso Davies, qui d'ailleurs joue un cran plus haut en sélection qu'en club, face à Achraf Hakimi. Voilà, on va avoir un premier ordre d'idée sur ce qui nous attendra pour notre Saint-Valentin. Et puis surtout, ils ont la Croatie et la Belgique. Alors la Belgique, comme je disais, j'ai l'impression que c'est un petit peu en bout de course, cette espèce de génération Euro 2016, Coupe du Monde 2018 est un petit peu passée. Défensivement, ils ont sacrément de problèmes et sur un tournoi, on sait très bien que ça se joue dans les deux surfaces, certainement pas au milieu de terrain. En gros, faut scorer, être réaliste et être très très bon, avoir une vraie assise défensive. Je pense que la Belgique n'a pas ça. Donc, un petit peu compliqué pour eux d'avoir leur première étoile. Bref, et puis la Croatie. Bon, je vois la Croatie terminer premier de ce groupe. La Belgique quand même assurée, parce qu'il y a toujours quand même de la qualité, bien évidemment. Et après, à voir ce que le Maroc fera. Je leur souhaite, bien évidemment, Hakimi le premier, de passer. Navas avec le Costa Rica, bon, lui, je ne peux pas trop en parler. On espère juste qu'on lui donnera du temps de jeu dimanche face à Auxerre. Et puis Messi avec l'Argentine pour sa 5e Coupe du Monde, bien évidemment. On espère que ça va le faire. D'un point de vue subjectif, franchement, je supporte les Bleus avant toute considération individuelle, c'est évident. D'ailleurs, tous les gens qui sont de nationalité française et qui supportent une autre nation alors qu'ils n'ont aucun lien avec et qu'ils le font juste pour une individualité, pour un joueur, on n'est pas du tout avec vous, quoi. Je comprends absolument pas ce genre de mec. Il y en a beaucoup parce que c'est la dernière Coupe du Monde de Ronaldo, de Messi, de Neymar aussi. C'est lui qui l'a annoncé, même si bon, quand il aura 34-35 ans, peut-être que s'il ne gagne pas, par exemple, cette année, il voudra en rejouer une dernière. Je déteste ces genres de considérations. Malgré tout, je souhaite quand même le meilleur à Messi. Voilà. Si la France est éliminée prématurément, évidemment que je supporterais le Brésil de Neymar et l'Argentine de Messi. Mais malgré ça, pour être vraiment objectif, je ne les vois pas faire un gros tournoi. Je pense que l'Argentine sortira en quart, je dirais les quarts. Bon, leur phase de groupe, bon, elle n'est pas vraiment relevée. Voilà, ça devrait le faire. Hein. Ça commence face à l'Arabie Saoudite, je crois. Bref,
Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite les amis. Ciao.